Tiki, c'est quelque chose de compliqué. Je m'en suis rendu compte après avoir choisi ce thème. Et je ne pensais pas à quel point j'allais avoir à lire, à échanger avec des gens pour que l'idée autour de qu'est-ce que Tiki s'éclaircisse dans mon esprit. Ça a mis beaucoup de temps. Grâce aux travaux d'Henri Lavandès, et puis aussi un peu aux recherches dans les dictionnaires sur la signification du mot Tiki, rapidement on s'est aperçu que Tiki avait plusieurs sens, plusieurs acceptions. C'est-à-dire qu'au départ on a Tiki, le personnage de légende, on a la statue, on a Tiki qui est aussi le motif, et dans d'autres circonstances, Tiki évoque aussi le sexe de l'homme. Donc à partir de là, on a construit le projet Tiki autour de ces différents sens qui sont liés quand même, qui sont liés entre eux. Je pense que Tiki, c'est plus qu'une statue, c'est plus que le personnage mythologique, c'est pratiquement une ère culturelle. On s'en rend compte puisque le mythe de Tiki se retrouve dans une zone qui est comprise entre la Nouvelle-Zélande, qui fait l'espèce de croissant entre la Nouvelle-Zélande jusqu'à Hawaï, donc avec une exclusion autour de la Polynésie occidentale, Wallis, Samoa, Tonga, voire Fidji, une exclusion totale. Donc le mythe est présent dans tout ce croissant, même jusqu'à l'île de Pâques, et les statues, elles, sont présentes sur cette aire, mais pas de manière homogène. Les endroits sont totalement absents, alors que le mythe de Tiki existe. Quand on va rassembler toutes les informations que l'on a autour des différents sens de Tiki, on va s'apercevoir que tous ces sens, et tous ces noms, et tous ces termes, et tous ces domaines sont liés, et font même partie de ce qu'ont pu appeler certains chercheurs. C'est drôle parce que les recherches autour de Tiki, il y a eu quelques Néo-Zélandais qui ont cherché il y a une centaine d'années, qui se sont intéressés, qui ont creusé, et puis depuis, plus vraiment. Il y a un peu Henri Lavandès qui s'est interrogé aussi dessus, mais sinon, bon, évidemment, les Linton et Handy se sont penchés dessus, mais pas plus que ça. Ne se sont pas dit, là il y a quelque chose qui est très fort pour l'identité polynésienne, pour l'histoire polynésienne, et peut-être que si l'on cherche plus loin, on va arriver à comprendre des choses pas uniquement sur les statuts, mais dans un sens beaucoup plus large, sur l'identité. Et donc ces chercheurs, notamment néo-zélandais, avaient parlé déjà à l'époque d'un concept Tiki, c'est-à-dire Tiki le nom propre et Tiki le nom commun. Parce qu'on est dans un concept où toutes ces notions appartiennent à la même entité. En fait. Il était incontournable qu'on parte du personnage de légende. Donc la première étape, c'est la tradition orale. Et ce qui était intéressant aussi par rapport à la tradition orale, c'était de voir ce que Tiki fait bien sûr aux marquises, qui il est, quel est ce personnage, et donc Tiki, il est à l'origine de l'humanité, il est, suivant les traditions orales, soit il est le premier homme, soit il est à l'origine de l'humanité en quelque sorte. Et ce qu'on a voulu faire aussi avec Tara, c'est prendre un peu de recul par rapport aux marquises, élargir un petit peu le champ de vision et regarder ce qui se passait ailleurs dans le Pacifique. Tiki, le personnage mythologique, est un personnage qui apparaît de manière très particulière. Il n'y a pratiquement que lui qui a ce profil dans les légendes polynésiennes. Il apparaît pour la plupart des peuples compris dans cette zone du croissant comme le créateur de ces peuples. Il est le créateur de l'humanité, le créateur de l'homme. Mais Tiki apparaît qu'en 15e, 25e, voire 35e génération dans les généalogies. Donc il n'est pas un dieu, il n'est pas un homme, mais il est à l'origine des hommes. Alors comment il va être à l'origine des hommes? Alors c'est un peu toujours le même schéma. Donc en généalogie, il n'apparaît jamais en premier, mais il apparaît un moment comme ça, et il s'accouple avec une femme
qu'il fabrique à partir de la terre, notamment du sable, hein, d'où son nom, Hina One, Kahu One. Il va s'accoupler avec cette femme et ils vont avoir une fille avec qui il va s'accoupler à nouveau. Donc à chaque fois, le début de l'humanité pour les populations polynésiennes commence avec cet inceste, dont Tiki est l'auteur, puisqu'il va s'accoupler avec sa fille, il va vivre avec elle, elle va même l'aimer, et il va d'ailleurs s'accoupler avec elle par une tromperie, puisque Tiki est un peu comme Maui, c'est un personnage un peu fripons, qui jouent des tours, qui peuvent avoir des apparences multiples, qui sont un peu immortels. On essaie de les tuer, mais on ne peut pas. On essaie de les découper en morceaux, mais ils se reconstituent. On prend un morceau de tiki, on le plante, et puis une plante apparaît. Il peut être un vieillard comme il peut être un jeune homme. Il peut être le plus beau comme il peut être le plus laid. Il peut être très bon comme il peut être horrible. Et Tiki est effectivement un personnage qui, en tout cas dans les îles Marquises, était associé au cannibalisme, aux déviances, à toutes sortes de choses. Alors, et en même temps, il est le créateur de l'humanité. Voilà tout le paradoxe autour de Tiki. Donc c'est un personnage absolument passionnant, mais qui est relativement unique dans ce cas-là. Parce qu'il y a beaucoup d'autres dieux qui vont apparaître, mais qui n'ont pas ces deux aspects du bien et du mal. Enfin, bien et du mal, c'est des notions un peu judéo-chrétiennes, mais qu'on peut quand même, pour nous, le voir comme cela. On peut tout de suite se demander, mais les statues que l'on appelle Tiki sont des statues qui représentent le dieu Tiki. Ça pourrait être l'évidence. Sauf que ce n'est pas du tout ça. Tiki n'a jamais été a priori représenté par un objet. Et c'est là où on revient à cette histoire de concept Tiki. Hein. Les statues Tiki, elles représentent un ancêtre, un personnage qui est mort. Quelqu'un qui n'est plus là, son esprit est matérialisé par un Tiki. Et il faut savoir que dans les croyances anciennes, il y avait le monde du dessous, la Vaiki, le monde du dessus, le ciel, Aki, et les esprits, suivant leur grade, se déplaçaient dans différentes zones dans ces deux mondes. Et évidemment, l'endroit le plus recherché était le ciel, mais les esprits, eux, étaient généralement dans la Vaiki et essayaient de progresser pour en sortir, pour aller vers le ciel. Par exemple, il est dit que Tiki vivait dans la Vaiki. Donc s'il avait été un dieu, réellement, il aurait été dans le ciel. Et tous ces personnages qui vivent dans ce monde, eh bien, quand ils sont extrêmement importants, comme les chefs ou comme des très grands prêtres, ce sont ces personnages-là, avant tout, pour lesquels on faisait des tikis, des statues. Donc on a parlé du personnage mythologique, on a parlé des statues, mais il y a encore, aux Marquises en tout cas, aux Marquises, il y a encore une autre dimension, c'est qu'en fait Tiki représente tout ce qui est motif anthropomorphe. Dès qu'on a l'homme quelque part, et dès que cet homme est représenté, figuré, on est avec Tiki. Donc le tatouage, pour cette raison-là, s'appelle Patu Tiki. Et la sculpture, Ha Tiki. Ha Tiki, c'est-à-dire faire Tiki, c'est sculpter, mais pas sculpter n'importe quoi, pas sculpter une pirogue, sculpter un objet anthropomorphe, une statue, un personnage. Là, c'est toujours Tiki. Donc ça, c'est encore une autre notion à ajouter. Et la dernière, qui est peut-être l'une des plus importantes, c'est que dans le langage, je l'avais déjà entendu pour les Marquises, les Marquisiens disaient que Tiki était le sexe de l'homme. Et en cherchant, en lisant, on a découvert que, effectivement, il y avait, c'était pas propre qu'aux Marquises, c'était propre à beaucoup d'autres régions, et qu'en fait, dans le langage ésotérique, dans les connaissances secrètes des prêtres, Tiki était le sexe de l'homme, et il était même le sexe du dieu Tané, tout simplement. Donc tout ça est très logique en fait.
Après, on a encore d'autres notions. À Niue, tiki, c'était le terme pour inceste. Donc, toutes ces notions sont complètement liées. Alors ensuite, une fois qu'on a toutes ces notions devant nous et qu'on commence à y voir un peu plus clair, on peut se demander quel est le dénominateur commun. Et on voit tout de suite qu'il y en a un dénominateur commun. D'abord, le sexe de l'homme, mais pas le sexe en tant que chose, sexe en tant qu'outil nécessaire à la procréation, outil nécessaire à la pérennité du clan. Pourquoi se référer à un tiki? On se réfère à un tiki évidemment parce que c'est l'ancêtre fondateur. C'est l'ancêtre auquel on veut se référer. Parce que c'est l'ancêtre le plus fort. C'est lui qui exprime la virilité, la force du groupe, qui va, grâce à lui, puiser dans son énergie, dans son mana, pour perpétuer cette lignée. Voilà tiki. C'est en fait assez simple. Et c'est souvent une notion finalement que les gens peuvent un petit peu avoir, on ne sait pas trop, mais quand on nous explique ça, finalement, ça paraît très logique et on se dit, mais oui, c'est ce que j'ai toujours pensé. Mais là, on a trouvé des informations qui effectivement corroborent ça et puis l'expliquent de manière claire. Cette exposition, c'est avant tout aussi faire découvrir au public les collections du musée de Tahiti et des îles, à travers le tiki. Donc c'était ça aussi l'objectif de l'exposition. Donc c'est une façon d'appréhender ces objets d'une autre manière que celle de les voir dans les salles d'exposition permanentes où elles sont exposées avec d'autres objets qui viennent d'autres archipels. Donc là c'était aussi l'objectif, c'était de montrer ces beaux objets qui pour certains étaient dans les salles d'exposition permanentes et pour d'autres qui étaient conservés dans les réserves. Aux Marquises, il y a deux espaces. Il y a un espace communautaire qui s'appelle le Tohua, dans lequel des cérémonies étaient faites et toute la population était conviée. Mais dès que l'on avait affaire à des rituels sacrés, ils n'avaient jamais lieu dans ce lieu. On quittait ce lieu et on se dirigeait au fond des vallées, où là il y avait beaucoup de structures assez complexes, qui s'appelaient les Meae ou les Vahitapu, c'est-à-dire des endroits sacrés. Et là n'étaient autorisés que les prêtres de vin et leurs assistants. Probablement les chefs pouvaient y avoir accès, et encore. La population était totalement interdite. Et tout le monde devait faire des kilomètres de détour pour éviter ces lieux, sous risque d'être tué. Donc, dans ces lieux se trouvaient les tikis. Alors, il y avait quelques tikis, parce que dans l'espace du Tohua, l'espace communautaire, il y avait aussi à l'intérieur un petit espace sacré, parce qu'il fallait bien que les prêtres puissent aussi venir, et ils avaient un endroit sacré pour eux à l'intérieur, dans lequel il pouvait y avoir aussi des tikis. Mais les tikis les plus sacrés étaient au fond des vallées. Donc tous les objets que l'on voit ici, tous ces tikis, se situaient au fond des vallées, dans les Meae. Alors à différents endroits, les poteaux funéraires en bois par exemple servaient à soutenir l'une des poutres de la terrasse de la case funéraire. Les petits tikis en pierre, quant à eux, ont pu être retrouvés sur le littoral dans des petites caches secrètes qui étaient probablement faisaient partie d'endroits sacrés qui étaient dédiés à la pêche à la tortue. Pêche à la tortue qui a une importance capitale puisque c'était le mets que l'on offrait aux dieux et on leur offrait ce genre de nourriture dans des moments très critiques, à l'approche d'une guerre, lors de l'enterrement d'un personnage très important, lors des famines, on invoquait les dieux, les tikis notamment, et on leur faisait ce type d'offrande. Donc la pêche à la tortue avait une place capitale dans les rituels, et avant d'aller la pêcher, on pouvait invoquer justement ces petits tikis en pierre, et ensuite réaliser des rituels avec ces tikis en pierre qui pouvaient être attachés à des cordes et jetés à la mer avec des incantations, puis ramenés, et suivant la façon dont ils pouvaient se comporter, le prêtre l'interprétait ça comme des bons ou des mauvais présages.
Voilà, ça c'est les petits tikis en pierre. Ensuite, les grands tikis en bois, on sait qu'ils ont été peu ont survécu, évidemment à cause de leur matière, mais ont été au fond des vallées, dans les méaées, des grands tikis en pierre aussi. On a des tikis qui sont résumés uniquement à leur tête. Et ce qui est intéressant, c'est que par nos recherches, on a appris que nombreuses de ces têtes représentaient des ennemis qui avaient été tués et sacrifiés. Donc on ne représente pas que les ancêtres de son clan, mais on peut même représenter des célèbres ennemis qui ont été capturés et sacrifiés. Et d'ailleurs, dans les croyances anciennes, on estimait que ceux qui parvenaient au plus haut degré de la Vaiki à leur mort étaient, bien entendu, les grands prêtres, pas n'importe quel prêtre, hein, notamment les prêtres sorciers, les prêtres devins, ceux qui communiquaient avec les dieux, ceux qui s'incarnaient, ceux par lesquels les dieux pouvaient parler. Mais il y avait aussi les sacrifiés, tous ceux qui étaient morts de mort non naturelle, de mort violente, de maladie, les suicidés. Tous ces gens-là accédaient au niveau le plus haut du Havaïki. Ça, c'est assez étonnant. Et on se rend compte d'ailleurs, avec ces têtes sculptées, que les tikis ne représentaient pas que les personnages de son clan. Alors, il y a différentes têtes sculptées. Il y en a a priori au moins deux types. Donc, il y avait un type qui était inséré dans les pépais. Et ceux-là, il semblerait qu'ils n'étaient pas justement les ennemis tués. Et puis, il y a des têtes qui étaient posées sur les pépais justement du grand prêtre et qui étaient des têtes qui, une fois posées, étaient un peu inclinées comme ça, regardaient un peu vers le ciel. Et d'après tout ce que j'ai pu apprendre, toutes ces têtes qui sont un peu inclinées vers le haut représentaient des têtes de sacrifiés. Notamment à la proue des pirogues, il y avait toujours à l'avant une tête projetée. Et cette tête projetée était effectivement une tête qui regarde un peu vers le ciel, comme ça avec la bouche un peu entrouverte et là, une langue qui pourrait être symbolisée par cette bouche ouverte, une langue qui sort. Et justement, il y a une information recueillie par Henri Lavandès, hein, auprès d'un marquisien, qui racontait qu'il y avait une légende qui parlait de la capture des têtes et qu'on capturait des têtes d'ennemis pour les placer à la proue des pirogues. Et on sait aussi, par beaucoup d'autres informations, que toutes ces têtes sculptées représentaient la tête d'ennemi et que souvent la bouche était un peu plus entrouverte parce que ça montrait la langue qui gonfle avec le début de la putréfaction et que voilà, ces visages-là, ces têtes-là, étaient des têtes d'ennemis sacrifiés. Il y a une grande homogénéité entre tous ces tikis et en même temps, quand on les regarde en détail, ils sont assez différents. Mais la différence ne vient pas tellement du personnage qui les représente, mais plus du style de l'île ou du style du sculpteur. Parce qu'en fait, le tiki, on peut un peu le considérer comme une coque vide. Il est fabriqué, il est taillé, ils se ressemblent un peu tous. Il a très peu de moyens distinctifs. Hein, ils se ressemblent un peu tous. Mais c'était lors du moment où ils étaient nommés, qu'on leur donnait le nom, par des récitations de généalogie, que le tiki était habité. Aujourd'hui, les tikis qui nous entourent, les noms sont perdus. Ils sont perdus pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, seuls les prêtres, les très grands prêtres, les taois, seuls eux possédaient l'information par rapport à ces tikis. Personne d'autre la connaissait. Personne. Donc quand ces prêtres sont morts, ben, s'ils ont, en général, ils n'ont pas du tout divulgué cette connaissance qui était secrète, les généalogies étaient secrètes, personne ne pouvait les connaître, il n'y avait que eux qui les connaissaient. Eh bien, ce savoir s'est perdu. Alors, bon, dans quelques sites, on a, encore en Marquise, on a le nom de Takai, on a le nom de certains tikis, de Tiou, qui sont restés.
On ne sait pas si ces noms sont exacts, hein. On suppose qu'ils le sont. On suppose que quand même pour des tikis de cette ampleur, il y avait quand même quelques personnes qui ont su, et puis voilà, ils ont donné ces noms à Karl von Ensteinen ou à d'autres qui, depuis, grâce à cela, ces noms se sont maintenus. On s'est rendu compte avec Tara que pour comprendre la statue, il allait falloir imaginer un parcours qui nous plonge déjà dans la tradition orale et ensuite dans ce que Tiki est par rapport au motif. Comment Tiki s'exprime aussi ailleurs que dans une statue. Cette profusion de motifs anthropomorphes et de Tiki eux-mêmes sur les objets n'est absolument pas gratuite. Tous ces objets qui sont enrichis de ce type de décoration étaient la propriété de personnages sacrés. Il est plus que probable, parce qu'on a de multiples informations, que chacun des tikis qui était sur un objet était lui-même nommé. Même si les objets sont complètement standardisés et qu'à chaque fois vous prenez un casse-tête où vous avez à chaque fois deux têtes de tiki là, une au milieu, une sur le dessus, et qu'on a retrouvé des centaines de ces massues, elles sont toutes quasiment identiques, à quelques détails près, mais à partir de là, il est plus que probable que chaque possesseur y plaçait ses ancêtres, ou des ancêtres tutélaires de la guerre, ou de telle chose. Mais tout ça n'était pas... Et ensuite, tous ces motifs que l'on retrouve, eh ben, on voit très bien qu'à partir d'une stylisation assez basique du corps humain, donc avec les deux bras levés et les jambes écartées, hein, ce qui fait, on peut le dessiner avec des petits bâtons comme ça, on voit que ce motif a connu toute une sorte de déclinaison allant vers quelque chose de plus en plus abstrait et jusqu'à obtenir des motifs que l'on retrouve aujourd'hui, qui sont très galvaudés, que l'on retrouve dans tous les t-shirts, dans toutes les sculptures, partout. Mais ces motifs au départ représentaient effectivement tiki, hein. Un tiki, ça revenait à représenter un tiki, mais d'une manière tellement abstraite qu'à la fin, ça ne représente plus qu'un motif abstrait. Voilà. Il n'y a plus, l'anthropomorphe a été tellement stylisé qu'il a disparu. Mais dans le langage graphique, le langage symbolique marquisien, ça reste toujours tiki. Et donc, si ces objets, si ces motifs étaient placés quelque part, ils avaient une grande valeur et ce n'était pas du tout anodin. On sait que certains tikis portaient un motif qui est dit motif tapu, c'est-à-dire que le personnage qui était représenté était un personnage tapu. Et bien ce motif est ce motif que l'on retrouve aujourd'hui partout, ce motif qu'on appelle la croix marquisienne, ou il porte plusieurs noms, hein, Kea. Et bien ce motif-là, posé sur la joue d'un tiki, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Voilà. Donc on n'utilisait pas les motifs gratuitement, même si à la fin du 19e siècle, les choses ont évidemment changé. On sait qu'il y a eu la population a été décimée par les maladies. Donc quand vous avez une personne sur 5 qui survit, une fois la maladie passée, les survivants se sont convertis, les choses ont changé, et puis il fallait survivre, il fallait manger, donc on taillait des petits objets, puis on y mettait des objets, des motifs non sacrés, mais des motifs tout de même dérivés de tiki, on décorait les choses et puis on les vendait. Hein. Mais les gens savaient bien ce qui était motif sacré, ce qui ne l'était pas, et ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, mon sentiment, c'est que les Marquisiens gardent quand même une distance encore très très grande avec ce patrimoine, avec ces objets, notamment les tikis. Les gens s'en méfient encore énormément. Et ces siècles de pratique autour du tiki ont laissé beaucoup de traces dans l'inconscient collectif, et les gens savent que ces tikis étaient dans des lieux sacrés, des lieux qui étaient interdits, des lieux de sépulture, des lieux de sacrifice humain que l'on faisait pour les tikis. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que les gens
voilà, préfèrent garder une certaine distance avec cela. On a sorti des réserves, des poteaux anthropomorphes, des petits tikis de pierre, des tikis en bois, et puis des houx, des ornements d'oreilles, des manches d'éventail, des vipeaux aussi. Tous les vipeaux ne sont pas dans les salles d'exposition permanentes. Des contenants aussi. On a présenté, ça a été simple. On a cherché tous les objets qui contenaient des tikis, donc on a tout rassemblé. Et à partir de là, on les a analysés de manière séparée, essayé de comprendre quelles étaient leurs fonctions, quelles étaient comment ils étaient portés, par qui, à quel moment. Et là, effectivement, on a retrouvé un peu les mêmes informations, c'est-à-dire des objets qui appartenaient à des très hauts personnages et qui étaient souvent utilisés dans des contextes sacrés. On sait par exemple que les pilons à deux têtes, ont pu représenter, les deux têtes ont pu représenter le père et son fils, le futur chef, un chef et son frère, un chef et sa femme. Voilà, là c'est encore une information qui corrobore ce que je disais, c'est-à-dire que ce sont des coquilles vides qui ensuite vont être nommées, mais nommées de manière secrète. Et aux Marquises, il y a encore une centaine d'années, même alors que tout avait été aboli, quand les gens avaient dans leur famille un pilon à deux têtes, les gens pensaient fermement que le prendre était un risque de mort. Donc on faisait très très attention à tous ces objets parce que sacré voulait dire danger. Hein. Sacré pour celui qui le possède, protection pour lui, mais danger très grave pour les autres. Donc on a aussi beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'informations sur les ornements d'oreilles. Ces fameux ornements d'oreilles qui sont très jolis, sont des prouesses techniques, donc nous fascinent. Les premiers ornements d'oreilles observés ne comportaient pas de tiki sur l'éperon. Mais ceux qui sont exposés ici en comportent pour la plupart. Le percement des oreilles intervenait, alors en fonction des observateurs, l'âge des enfants diffère. Mais bon, je crois que c'est le docteur Rollin qui explique qu'on perçait les oreilles des filles au moment des premières règles, et chez les jeunes gens, c'était en même temps que la circoncision. Donc c'était en quelque sorte, sans doute peut-on y voir plutôt le passage de l'âge de l'enfance à celui où on va rentrer dans l'âge de la sexualité et de la procréation. On devient prêt à engendrer soi-même. Donc, les oreilles étaient percées à ces moments clés de la vie des Marquisiens. Et ensuite, sur les ornements d'oreilles, on retrouve ce tiki qui est quand même lié à l'apparition de l'humanité, à la procréation, à la poursuite de la lignée. Donc voilà, moi ces objets-là m'ont intéressé pour ça. Et on retrouve aussi dans les petites chevilles d'oreilles qu'on appelle putayana, là on retrouve pour peut-être les plus tardifs, c'est-à-dire ceux dont l'éperon s'est transformé en broche qui est sculptée. Et là, on retrouve des illustrations de légendes marquisiennes. Donc il y a la légende d'Akawi et il y a aussi et surtout la légende de Kae qui est représentée par un putayana qu'on appelle le putayana Fanawa, puisque ce putayana avait, semble-t-il, le pouvoir de protéger les futures mères des esprits des femmes mortes en couche qui, en s'immisçant, en rentrant à l'intérieur de l'organisme des femmes, pouvaient entraîner la mort de la future mère et celle du bébé. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est pourquoi peut-être il y a une telle fascination autour du tiki, pas seulement ici, mais cette fascination a opéré parmi les plus grands artistes qui aujourd'hui sont des dieux vivants, plus vivants, mais des dieux du monde occidental. Je parle des Picasso, des Gauguin et tout ce que vous voudrez. Eux ont été fascinés par le tiki. Ils ont été vraiment fascinés. Et pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a cette force qui se dégage de cet objet sculpté, simple, avec ses gros yeux, ce corps mal proportionné et pourtant qui opère une telle fascination sur notre inconscient que
et ben, tous ces artistes qui ont révolutionné l'art et révolutionné la manière de penser hein, aussi, et ben, de se penser soi-même, de se représenter, ont été plus qu'influencés, ont été captivés par ce qui se dégageait de cette statue. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette exposition, on a pointé du doigt le fait que Tiki n'est pas qu'un espèce d'épiphénomène ou quelque chose d'un peu marginal, c'est quelque chose de constitutif de l'identité du Polynésien. C'est une étape très importante de son histoire, qui a laissé des traces énormes, c'est incontournable. Si on ne peut pas se pencher sur lui, sur son histoire, mais même sur son archéologie, sur sa genèse, comment il est arrivé, à quel moment de l'histoire, on peut le savoir, on va le savoir avec les généalogies, avec le nombre des générations, on peut être plus précis. Et grâce à ça, on va se rendre compte que c'est un véritable phénomène qu'il y a eu, un phénomène culturel. C'est pas simplement, voilà, c'est l'aboutissement du monde austronésien qui venait de l'Asie du Sud-Est, et puis tout d'un coup, au milieu du Pacifique, on s'est mis à construire des cités, enfin des structures mégalithiques avec des tikis gigantesques. Ça, c'est ce qu'on nous inculque, mais c'est probablement, il s'est passé probablement autre chose. Hein. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a terminé l'exposition sur cette ouverture sur le contact avec le monde pré-inca, puisque on sait que ce contact a eu lieu, il est avéré. Les Polynésiens ont été en contact avec l'Amérique autour de l'an 1000, et ça c'est quelque chose qui, même si ça a été totalement banni à cause de la théorie de Torre-Heyerdahl, de l'origine polynésienne américaine, ça a été bon, évidemment totalement détruit, mais en détruisant cette théorie, du coup, on a un peu banni ce contact qu'il y a eu et de la possibilité de l'impact qu'il y a pu avoir. Parce que, après tout, si en l'an 1000 vous arrivez au Pérou ou en Bolivie ou n'importe où, pratiquement en Amérique du Sud et même en Amérique latine, vous allez être en contact avec des civilisations phénoménales, qui sont les civilisations du mégalithique, des statues monumentales. Alors, oui, le Polynésien vient de l'Asie du Sud-Est, certes, sa langue, le tatouage, la plupart de ses coutumes, de ses connaissances, de ses savoir-faire, de la navigation. Mais oui, aussi le Polynésien a été en Amérique et il a vu. Il n'y a peut-être pas été souvent, il n'y est peut-être pas resté longtemps, mais il s'est passé quelque chose. Et la nature de ces contacts a peut-être très largement influencé cette ère du Tiki, qui elle-même a eu une très forte influence sur l'évolution de ce monde polynésien.